Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 30 juin 2024. Quels critères le prochain président de la République doit-il remplir pour bénéficier de la caution de la population? La réponse à cette question constitue la raison d'être du mouvement caricature du président 26. À cet effet, une tournée de consultation citoyenne a été organisée et même en cours organisée par son président. En 10 mois, 10 départements du Bénin ont été parcourus pour recueillir les attentes des populations pour les élections générales de 2026 et surtout les chantiers sur lesquels elles attendent les candidats à la présidentielle 2026. Encore 2 départements pour boucler la boucle. Mais avant, que peut-on retenir des aspirations des citoyens déjà consultés? Le docteur Boga Koupaki nous fera un bilan à mi-parcours. Il est le président du mouvement caricature du président 26. À sa suite, nous parlerons de cette actualité qui divise à la fois les acteurs politiques et les dignitaires religieux. Le soutien manifesté par un certain nombre d'imams au code électoral fait polémique et convoque une éventuelle manipulation des guides religieux sur une question politique. Pour éviter l'amalgame, l'Union islamique du Bénin a fait une clarification à travers un communiqué rendu public au cours de la semaine. Son premier secrétaire adjoint aux projets et aux investissements vient nous donner des précisions sur ce sujet à polémique avec l'imam Shakirou Amoussou. Nous ferons également le point de la participation du Bénin au Hajj 2024. Juste après la revue de presse hebdomadaire de Achiongbo Kani, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité nationale avec l'invité média Josaphat Dabolinon est éditeur à Pesachek. C'est le premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Ces analyses sont à suivre. Mesdames et messieurs, merci de préférer pour vous informer tous les dimanches quand il sonne 13h au Bénin. Si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, tout se met déjà en place pour une parfaite organisation du 10e Forum africain pour la recherche et l'innovation. Les travaux préparatoires ont pris fin vendredi après 4 jours d'échange. On en parle dans un instant. On parlera également du point de presse animé par la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux. Les responsables de la cellule dénoncent l'exercice illégal de la médecine au Bénin et lancent un appel. Images reportage assure également les précisions sur un accord de partenariat signé vendredi dernier entre l'École supérieure du management USM Bénin et l'Institut de formation à l'information et à la communication, un partenariat qui va favoriser le partage d'expériences entre les 2 écoles. On démarre avec le journal Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. C'est le thème que porte le 2e Forum africain pour la recherche et l'innovation. Les travaux préparatoires ont pris fin vendredi à Cotonou. La commission de la CEDEAO, initiatrice du forum, promet de mettre en œuvre la feuille de route pour une réussite de la foire africaine de la science prévue pour se tenir l'année prochaine au Bénin. Reportage. Il s'agit d'un thème porteur qui propulse la jeunesse au cœur de l'innovation, la science, au cœur donc du cadre général de la célébration du 50aire de la CEDEAO en 2025. À travers l'approche de la participation des inventeurs et des start-up, le FARI place les jeunes au cœur du débat et veut contribuer à apporter des pistes de solutions aux jeunes de la région. Nous avons admiré pendant ces 4 jours l'atmosphère et l'ambiance au cours de ces travaux qui a régné, qui était donc vraiment une ambiance plaisante. Cette ambiance a été aussi marquée hier par la visite surprise de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je voudrais donc à ce titre réitérer tous mes remerciements aux personnes ressources, aux consultants qui ont, une fois démontré de leur expertise. Madame la ministre me charge donc de remercier tous les participants, de remercier donc les partenaires financiers
et tous ceux qui ont pris part active donc, à ce travail, à cette réunion. Donc, je vous rassure de ce que la République du Bénin, à travers son chef d'État, le président Talon, en tout cas, porte une attention particulière donc, à la recherche et l'innovation, qui en réalité doivent nécessairement accompagner le développement. Toutes les décisions seront prises pour que donc, Fari 2025 soit une réussite. En image à présent, le colloque scientifique international qui a eu pour thème les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique a pris fin ce jeudi 27 juin à l'université d'Abomey. Calavi, pendant 3 jours, les experts en gouvernance politique, scientifiques, universitaires et acteurs politiques ont mené des discussions visant à trouver des solutions pour la consolidation du processus démocratique en Afrique. Le professeur Maoyon Kapo a représenté le président de l'Assemblée nationale à la cérémonie de clôture de ce colloque. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux a tenu jeudi un point de presse pour mettre l'accent sur l'exercice illégal de la médecine au Bénin. À l'occasion, les responsables de la cellule ont dénoncé cette pratique et appellent à la conscience de tous. Blaise Ivy est le coordonnateur de la cellule, on va l'écouter. Au cours de ce second trimestre de 2024, nous avons actualisé nos outils de travail, notamment les guides d'inspection et de contrôle des établissements de santé et le guide d'investigation et d'analyse des causes profondes des événements indésirables. Nous avons, dans les différents départements du pays, contrôlé le respect des normes dans 336 formations sanitaires, parmi lesquelles 71 maternités dans la zone sanitaire de Alada, Tofo, Zé et dans la commune d'Abomey-Calavi. L'illégalité de l'exercice de la médecine peut également intervenir lorsque l'agent qualifié, le médecin, même s'il a toutes les autorisations, n'est pas inscrit au tableau de son ordre professionnel ou lorsqu'il outrepasse ses compétences, ce que certains qualifient d'usurpation de qualification. Que vivons-nous lors de nos descentes sur le terrain? Nous constatons une exploitation des établissements de santé sans autorisation d'ouverture et d'exploitation. Des agents de santé qualifiés, voire des médecins qui font des prestations dans un établissement sans autorisation d'ouverture et d'exploitation. Parfois, c'est des professionnels de santé qui disposent de toutes les autorisations requises pour exploiter un établissement de santé, mais qui posent des actes qui dépassent leur cahier de charge. Quelques exemples. Vous avez un cabinet de soins infirmiers n'a pas le droit d'ouvrir un laboratoire d'analyse biomédicale, ni une clinique d'accouchement toxique. Il en est de même d'un cabinet médical qui ne peut pas poser des actes chirurgicaux. Les actions de la cellule consistent en la fermeture de ces établissements de santé illégaux et parfois un enclenchement des procédures judiciaires pour certains contrevenants. Nous espérons que ce phénomène déviant va diminuer au Bénin avec l'aide de tous.
Toujours dans l'actualité, il existe désormais un accord de partenariat entre l'École supérieure de management et l'Institut de formation à l'information et à la communication. Les documents ont été signés vendredi dernier. Ce partenariat aura pour avantage de favoriser un partage d'expériences professionnelles dans plusieurs domaines de formation entre les deux écoles au profit de leurs apprenants. Reportage. L'École supérieure de management ESM Bénin et l'Institut de formation à l'information et à la communication IFIC signent un accord de partenariat. Une formalité qui traduit l'engagement de ESM Bénin de mettre sur le marché de l'emploi des cadres compétents et bénéficiaires des formations et conformes aux normes en vigueur au Bénin. L'École supérieure de management a fait son bonhomme de chemin depuis 2007 et avec des résultats élogieux de par la qualité des enseignants qui interviennent donc au niveau de l'École supérieure de management. Après toutes ces expériences enrichissantes, nous avons voulu, à partir donc de cette année, faire partager les expériences de l'Hexagone à nos étudiants et à nos enseignants. C'est pour cette raison que nous avons commencé nos discussions il y a un bon moment et qui vont pouvoir être concrétisés aujourd'hui à travers la signature donc de cet accord de partenariat. Ce sont les domaines de management et de communication qui sont les plus ciblés. Et cet accord va permettre aux deux établissements de partager des expériences en la matière et faciliter le brassage des étudiants en termes de formation professionnelle approfondie. Ce qui m'intéresse particulièrement de monter ce partenariat et de le signer dans quelques instants avec l'ESM, et pourquoi l'ESM et pas une autre école, alors que nous avons eu des propositions, c'est parce que c'est d'abord une école du management. Alors ce que je suis en train de vous dire doit vous surprendre. Mais votre fondateur a eu la vision de créer quelque chose autour du management, puis ensuite de l'ouvrir à des filières de communication et de journalisme, parce qu'il y avait des demandes, c'est du business, c'est normal, sans abandonner le management. Et là où nous nous sommes entendus, lui et moi, dans son bureau, si je parle sous ton contrôle, Isidore, c'est quand je t'ai dit, mais moi ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de rencontrer les filières de communication et de journalisme, pour leur proposer de venir au terme de vos examens ici, de venir pour ceux qui le souhaiteraient chez nous, sur une formation de 10 mois, en accéléré. Mais c'est aussi peut-être de convaincre, in situ, là, cette fois-ci, ici, les filières de management de l'importance de savoir aussi communiquer. À travers ce partenariat, l'École supérieure de management ESM Bénin et l'Institut de formation à l'information et à la communication IFIC nourrissent l'ambition de former de jeunes leaders pour un avenir prometteur. Pendant ce temps, l'Institut Confucius de l'Université d'Abomey-Calavi a célébré son 15e anniversaire d'existence. C'est le centre culturel chinois qui a abrité la cérémonie placée sous le signe de l'amitié sino-béninoise. Reportage. L'Institut Confucius d'Abomey-Calavi a eu droit à une célébration riche en couleurs et en rythme. Dans cette salle du Centre culturel chinois, les étudiants ont démontré leur connaissance de la culture chinoise à l'occasion de la commémoration des noces de cristal de l'Institut. C'est une graine qui est tombée en fait sur la bonne terre. Oui, et cette terre-là, c'est l'Université d'Abomey-Calavi. Oui, nous avons là en fait des autorités à divers niveaux qui nous accompagnent, un soutien indéfectible. Et c'est ça qui a permis en fait les résultats que nous avons obtenus. Je ne vais peut-être pas oublier les autorités chinoises à divers niveaux qui nous ont accompagnés, en commençant par notre université partenaire, je veux dire l'université Chiao Tung de Chongqing. Chants, danses et démonstrations d'art de thé ont agrémenté cette cérémonie qui marque également la célébration des relations entre la Chine et le Bénin. Je
Je souhaite que l'Institut Confucius progresse encore. J'espère que tous les enseignants et les bénévoles seront entreprenants et courageux, qu'ils transmettront à davantage aux jeunes béninois la connaissance, l'espoir, la confiance et d'époque en époque, et qu'ils les encourageront à chérir leur jeunesse, à aspirer à de grandes ambitions et à s'épanouir sur le terrain de l'amitié sino-béninoise. Des milliers d'étudiants sont déjà sortis de l'Institut Confucius de l'UAC dans les filières de licence professionnelle en langue chinoise et en didactique du chinois. La plupart de ces diplômés ont déjà des emplois dans des entreprises chinoises au Bénin et dans la sous-région. Des milliers de Béninois, étudiants, élèves comme fonctionnaires, ont aussi bénéficié des enseignements de la langue chinoise à travers la formation continue dans cette langue qui se donne à l'Institut Confucius de l'UAC. Certains étudiants ont reçu à l'occasion de ce 15e anniversaire de l'Institut Confucius d'Abomey-Calavi des bourses. Une bourse ceinture et route offerte par le dit institut et une autre d'une valeur de plus d'1 million offerte par le partenaire Techno. Et avant de boucler l'acte 1 du grand format, sachez qu'au Bénin, l'État central tient le pari de son assistance financière aux collectivités locales, une assistance qui se fait à travers le Fonds d'appui au développement des communes FADEC. Pour cette édition 2024, la répartition de ces dotations entre communes se fait à Plaroué dans le département du Koufo et c'est à la faveur de la première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales, session dont les travaux sont résumés ici par Nassis Alossa et Florando. L'exercice est cyclique chaque année depuis la mise en œuvre des réformes du secteur de la décentralisation. Les membres de la Commission nationale des finances locales se retrouvent en session pour procéder à la répartition des dotations aux communes. Ce qui se fait ici à Plaroué au titre de cette année 2024. Tout le monde sait comment, en 2016, le chef de l'État, alors candidat, avait proclamé haut et fort qu'il allait donner un sens à la décentralisation. Nous le remarquons aujourd'hui, vu les grandes réformes qui sont opérées. La réforme est une chose. Il faut donner les moyens au territoire pour qu'ils se développent. Des moyens au territoire pour leur développement et l'État central honore une fois encore ses engagements avec cette année une enveloppe de 75 milliards de francs CFA. Enveloppe dont la répartition du contenu se fera entre les communes et en fonction des lignes budgétaires. Environ 23 milliards seront consacrés aux charges de fonctionnement, 14 milliards 300 millions seront consacrés pour le FADEC non affecté investissement qui seront répartis au cours de la présente session. Environ 800 millions pour le nouveau guichet Sahel et 9 milliards pour le guichet COSO. Environ 27 milliards 300 millions pour le guichet BRICS et enfin 5 milliards 500 millions pour le guichet alphabétisation. La cagnotte était de 86 milliards de francs CFA l'année dernière et selon les explications, la baisse constatée cette année est justifiée par la fin de certaines conventions. Quant à la répartition, la dotation est faite sur la base d'éléments objectifs et propres à chaque commune. À savoir la population, la superficie, l'indice de pauvreté non monétaire et les notes de performance obtenues par chacune des 77 communes à l'issue des différents audits. En somme, un mécanisme hautement transparent. En plus de la répartition des fonds FADEC, les membres de la CONAFIL auront à présenter à l'État central le point des diligences faites à propos des guichets spécifiques du FADEC. Merci à vous Nassis Alossa pour ce reportage qui vient boucler la première partie du grand format. Dans la suite, le plateau de discussion qu'on va ouvrir avec le docteur Boga Koupaki, président du mouvement caricature du président 26, un mouvement qui est en tournée de consultation citoyenne dans les départements du Bénin pour s'enquérir des critères sur lesquels les populations comptent se baser pour élire le futur président de la République du Bénin, celui-là même qui va remplacer Patrice Talon en 2026. 10 départements ont été déjà parcourus et nous allons faire le point dans un instant.
Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Une consultation citoyenne pour concevoir la caricature du prochain président de la République du Bénin. L'initiative est portée par de jeunes qui parcourent en ce moment les départements du Bénin pour échanger avec les populations, savoir quel type de président leur convient et sur quels critères entendent-elles miser pour opérer leur choix en janvier 2026, près d'un an déjà que la tournée nationale a démarré. Et nous ferons le bilan à mi-parcours de cette démarche avec le président du mouvement caricature, du président 26, Dr Boga Koupaki. Bonjour. Bonjour, cher. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Le mouvement a été mis en place le 22 juillet 2023. C'était à Parakou. Quels sont ses objectifs? Merci beaucoup. Je ne manquerai pas cette opportunité que vous m'offrez à vous dire merci. Dire merci également à la population béninoise qui, d'une manière ou d'une autre, a compris qu'il faut quitter un palier pour un autre. Également remercier tout le staff, tous ceux-là qui ont compris que la citoyenneté ou la culture de la citoyenneté vient d'abord par une question d'éthique, de morale, et puis après de l'engagement. Donc, nous nous sommes lancés il y a peu avant, donc un an déjà, le 22 juin, vous l'avez bien sûr le dit, et c'était à l'hôtel Métropole de Parakou, dans la cité de Koubourou. Et puis, on a lancé ce mouvement-là qui se veut un mouvement citoyen, qui se propose de constituer un outil d'aide et de décision pour les acteurs politiques, qui se veut également conformer la population à ce que nous appelons la démocratie, qui n'est que, je veux parler du peuple, le peuple n'est que le détenteur de cette démocratie-là. Donc, venant donc à votre question, l'objectif global étant de rappeler à la jeunesse et à tous les acteurs politiques béninois qu'on ne peut pas, on est contre la situation de candidature et de surcroît permettre à ce que quelqu'un ne trouve pas l'opportunité ou l'importance même de venir au devant de la scène pour proposer à son pays qu'il pense ou il aspire gérer un programme ou un projet de société. Donc ça se fait au Bénin quand bien même l'intensité a baissé pendant... Je crois que je dois vous faire l'amitié de reconnaître également que en août, en début du mois d'août passé, puisqu'on préparait le petit dîner de presse, une rencontre avec la presse pour dévoiler le 13 août 2023 le programme de notre tournée qui a laissé écouler quel département va suivre tout ce que nous avons fait. Nous avons rappelé ici que réunir la population, la jeunesse, les femmes, de surcroît nos parents dans les villages pour demander, accompagner les candidats était une aberration, était contraire aux dispositions légales que nous avons dans notre pays aujourd'hui à partir de l'achat des partis politiques. Et revenons même à notre constitution et de surcroît le système partisan qui ne permet pas, ne donne pas l'opportunité d'arriver à ce point-là. Donc, on ne peut pas faire tout ça pour aller encore à une suscitation de candidature. Donc, il est important de rappeler que le Bénin a décidé d'amorcer un développement réel où les acteurs devront véritablement se ranger dans cette posture-là et regarder la ligne droite, parce que on ne peut pas développer un pays lorsqu'on refuse d'être patriote, lorsqu'on refuse d'être nationaliste. Donc du coup, nous on a décidé de porter notre peau, parce qu'on a l'habitude de dire, je le dis aisément, que le chien qui accepte de porter sa peau pour les sacrifices ne refuse plus les blessures. Donc du coup, nous on a été au feu.
Et vous avez été blessé qu'on le veuille ou non, certainement, je n'aime pas en parler, mais ça c'est les conséquences peut-être de ce que vous avez décidé de changer. Parce que pourquoi? En démocratie, ce n'est pas forcément la majorité parfois qui dit ce qui doit être fait. Et nous, en minorité que nous sommes constitués, la preuve, on arrive à se démerder, à se décarcasser, à faire un département par mois. Donc, caricature 2000, on est président, donc... oui, la caricature du président 26 consiste à faire quoi? La caricature du président 26 consiste d'abord à donner la parole aux populations, parce que quoi? Nous, on n'est pas là pour un portrait robot ou pour l'identique, non. Ce qui résonne dans la tête de tous les Béninois, c'est que un président ou une présidente béninois, naturellement, ou béninois sera à la tête du pays à partir de 2026. Donc, on n'est pas là pour dire qui sera le président, non. Nous partons du postulat selon lequel, de 90, d'accord, que nous sommes partis avec la nouvelle constitution, nouvelle donne politique, c'est-à-dire le système démocratique, qui a conduit aux élections démocratiques de 91, je vais parler des élections présidentielles, qui ont placé la confiance en la personne du président Nicéphore Dieudonné Soglo. De 96, le retour du président, du général Mathieu Kérékou. De 2006, du président Bouni Yahi. Et de 2016, du président Patrice Talon. Donc du coup, tout ce que nous avons vu là, c'est le peuple qui permet à ce qu'on confie une partie du pouvoir. Et quand vous prenez, comme j'ai l'habitude de le dire également, Jean-Jacques Rousseau, dans du contrat social, il a écrit clairement que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple pour le peuple. Donc, pour en venir à quoi? Le peuple qui, d'une manière ou d'une autre, est resté ignorant, manipulé par les acteurs politiques, on les tient, on refuse à ce que eux aussi jouent pleinement leur rôle. Ce n'est pas forcément de leur ressort. Pas du tout. Nous, jeunes cadres de ce pays aujourd'hui, qui voudraient bien que notre pays décolle, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme arsenal politique juridique, qu'est-ce que nous faisons pour toucher du doigt ces populations-là qui sont encore dans l'ignorance? Et la Bible a été claire. C'est ce que vous... exactement. Donc il faut sortir la population de cette zone de confort, parce que quand tu ne connais pas, tu n'as pas la possibilité de dire exactement, de venir discuter. Donc, alors, sans doute qu'actuellement, la préoccupation des populations, c'est comment faire face à la cherté de la vie. Ont-elles eu le temps de vous écouter pendant votre tournée? Pour gouverner, il faut prévoir. Pour gouverner, il faut prévoir. Une chose est d'aller dans le feu de l'action, mais l'autre chose, c'est comment gérer le pays. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les Béninois, vous pensez que 2026 est loin. Quand nous avons eu la chance, heureusement, nous sommes responsables, acteurs responsables d'une structure étatique, nous sommes des Béninois constitués, des patriotes et des nationalistes qui ont compris que le Bénin doit évoluer après 2026. On ne peut pas stopper l'évolution ou le développement du Bénin, pas du tout. Donc, nous, on s'est constitués en rappelant à chacun de ces éléments constitutifs de la population que, d'abord, dites-nous ce que vous avez, et quand c'est à cœur ouvert, quand on rencontre les populations. Et comment l'initiative a-t-elle été accueillie par ces populations? Non, mais qu'on le veuille ou non, vous n'êtes pas sans savoir que, en dehors de ce qui a été fait dernièrement, je peux parler de la tournée gouvernementale, le peuple béninois depuis 2016 est confronté ou a été éduqué pour ne plus végéter dans du populisme, dans des activités, des messes d'action de grâce, et ainsi de suite, ou des tournées tous azimuts des élus, c'est-à-dire les maires et puis les députés. Donc, du coup, y compris le président de la République qui doit parcourir le Bénin chaque week-end. Donc, du coup, qu'on le veuille ou non, les Béninois avaient beaucoup de choses à dire. Ils en disent beaucoup. On permet à ce que les gens puissent se vider. Elles ont dit quoi? Non, le Béninois dit ce qu'il pense, et on n'est pas là pour ça. Nous, ce qui nous intéresse dans tout ce qui est dit... Quels sont les critères dévoilés par la population que vous avez écoutée? Exactement. Les critères diffèrent d'un département à un autre, mais il faut arriver à comprendre que quand nous faisons le point des 10 départements, nous sommes partis du 15, du 15 septembre avec le Zou, et puis après, nous avons fait le Mono, on est parti dans l'Atakora, on est revenu dans le Plateau, nous sommes repartis dans la Liborie en janvier, on est venu dans la Donga, nous sommes descendus un peu dans les collines, on est allé dans le Koufo, nous sommes allés dans l'Ouébé, et puis
on a chuté la dernière fois dans l'Atlantique à Ouida, il y a simplement 2 semaines. Et nous, reste le Borgou et le Borgou le 22 juillet exactement, qui sera encore au rendez-vous parce qu'on a lancé le mouvement dans le Borgou. On repart le 22 juillet pour célébrer les 1 an de notre mouvement et faites maintenant le sondage du département du Borgou. Donc, pour venir à votre question de façon pointue, j'ai dit et je l'ai rappelé que les critères diffèrent d'un département à un autre. Donc, il y a ce qui est unanime. Unanime, on fera le point. Je ne dirai pas tout ici, mais ce qui est unanime, les populations parlent de l'homme qui doit venir à la tête du pays, c'est-à-dire quoi? Quels sont les secteurs ou les critères de façon précis qui doivent conduire à l'élection, mais ils parlent du social, qu'on le veuille ou non, ils parlent d'un acteur avisé de la machine politique avec une expérience, ils parlent de ce que celui qui viendra doit pouvoir surfer sur l'éducation et le marché de l'emploi, c'est-à-dire quoi? Permettre une certaine ouverture en matière de recrutement, en matière de l'emploi aux jeunes, revoir d'une manière ou d'une autre le système, d'accord, le système d'entrepreneuriat et du système d'entreprise pour les locaux, c'est-à-dire les jeunes acteurs locaux qui s'investissent dans le domaine des entreprises, doivent pouvoir avoir, que vous l'acceptez, cette tautologie-là, une certaine, je dirais, marge de manœuvre pour pouvoir permettre d'aller jusqu'au bout de leurs activités. Toutes ces préoccupations sont souvent prises en compte dans les projets de société de nos candidats. Pas du tout. Nous sommes dans une démarche, comme je l'ai dit tantôt, d'une démarche de recueillir les informations globales et de permettre, puisque nous diffusons au fur et à mesure ce qui est fait, pour que quelqu'un, un candidat, n'aille pas rester dans sa chambre fermée ou consigner un cabinet pour écrire un projet de société qui sera bien joli et propre, mais inadéquation avec ce que le peuple veut. Est-ce que le profil professionnel du candidat est considéré donc dans ces critères? Entre autres, c'est comme je le disais tout à l'heure, quand ils ont dit que le prochain président, majoritairement, sur les 10 départements, 8 par exemple, disent que le prochain président doit pouvoir avoir une expérience politique, c'est-à-dire doit être un acteur politique connu. Et puis, je crois que c'est important pour le moment. Et puis, on a encore 2 départements. Quand nous allons finir 2 départements, il y aura un séminaire de restitution où nous allons inviter les experts qui sera fait. Donc, c'est après ça que nous allons dévoiler avec les coordonnateurs, les points focaux, c'est-à-dire les points focaux de nos départements, ce qui doit être fait pour rejaillir ce que nous sommes en train de construire au niveau des départements, dans les communes et dans les départements. Donc, du coup, la population est restée un peu focus. On a vu que des gens voudraient bien que ça change. Et ce changement n'est pas ce que nous constatons, pas du tout dans les discours, mais dans la concrétisation de ce que nous voyons et ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher du doigt. Il n'y a pas que les acteurs politiques qui sont à mesure de diriger un pays, non? Non, nous on n'est pas là pour faire des... Les faits sont sacrés, même si le commentaire est libre. Nous ne sommes pas là pour apprécier une manière ou d'une autre ce que le peuple dit, mais c'est de reverser, d'accord, et travailler à ce que même le dernier Béninois qui se trouve je dirais, à Karim-Maman puisse avoir l'information que il a participé, d'accord, réellement à la désignation à l'élection du président avec les critères qui vont avec, pas pour le profil, non, pas pour le portrait robot, non, mais quels sont les chantiers sur lesquels le prochain président doit pouvoir aller? Qu'est-ce qui reste à faire depuis 1991, les domaines qui sont déjà meublés, et qu'est-ce que le prochain président doit pouvoir faire pour recevoir l'aspiration de la population? Combien sont-ils ces Béninois qui prennent le temps de lire le contenu des projets de société de candidats avant même d'aller aux urnes? Exactement, c'est parce que on a toujours manipulé ces populations-là. S'il s'agit d'aller solliciter le suffrage des populations, personne ne dit ils ne comprennent pas français. Le politique organise tout ce qui va avec ça pour essayer de dire tout ce qui doit être dans les langues locales. Donc du coup,
nous sollicitons, parce que le travail que nous faisons aussi, c'est de permettre, quand nous avons dit un travail se fait, il y a des localités où l'échantillonnage que nous avons constitué, ceux qui viennent même parler, nous sommes obligés d'aller dans la langue locale pour que les gens puissent dire exactement et aisément ce qu'ils pensent dire. Donc du coup, les langues locales sont concernées parce que nous connaissons le taux d'alphabétisation de notre pays jusqu'à l'heure où nous parlons, malgré les différents efforts des dirigeants ou des gouvernements que nous avons connus dans ce domaine-là. Donc du coup, le volet langue nationale ou locale est toujours de mise et nous travaillons avec ça pour permettre à ce que tout le monde soit concerné. Pourquoi ne pas exiger, avec le travail que nous faisons aujourd'hui, qu'un programme de société, un projet-programme pour diriger un pays doit être conçu dans différentes langues et puis permettre à ce que l'accessibilité soit effective. D'accord, ça c'est une autre réalité. Oui, puisque nous parlons technique, nous on n'est pas là pour... vous n'êtes pas politique. D'accord. Alors, vous appartenez à un parti politique, c'est le Bloc républicain, et vous engagez cette initiative citoyenne. Quel regard porte justement le Bloc républicain sur ce que vous faites? Exactement, une très belle chute, puisque vous n'êtes pas sans savoir, comme je le disais tout à l'heure, tout être humain d'abord, un animal politique, de surcroît, un militant. Je suis un militant. Je l'ai dit à l'entame également de mes propos que le système partisan que nous avons eu comme système politique depuis 2018, d'accord, avec les élections que nous avons connues jusque-là, nous ont permis de savoir réellement que rien ne sera plus comme avant. C'est-à-dire quoi? On ne permet plus à des individus de se constituer pour dire « nous voulons prendre le pouvoir, nous voulons faire ci ». Non, tout est fait aujourd'hui pour que seuls les partis politiques constitués avec les critères forts pour parler du parrainage, pour parler de projets de société, pour parler de l'ambition des projets, programmes que les partis politiques ont. Donc du coup, ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons normalement être décorés par les partis politiques, y compris nos partis, parce qu'un acteur public, un jeune citoyen qui décide de parcourir le Bénin de dire nous devons respecter le système partisan. La population, alors que les acteurs politiques surfent sur l'ignorance donc de ces populations, vous pensez que les acteurs politiques vont vous décorer? Non, mais ce que je dis, lorsque la décoration n'est pas seulement aller mettre un pince de chapeau, non, un chapeau ou un collier, pas du tout, mais reconnaître déjà ce qui est fait. Et je pense que personne n'est contre ça. Je salue les dirigeants actuels de nos partis politiques qui ont compris que, et de l'opposition de la mouvance, y compris mon parti Bloc républicain, pour comprendre qu'on n'a jamais été invité à une chambre disciplinaire pour faire ci, pour faire ça. Donc du coup, ce que nous faisons est en droite ligne des tests politiques de notre pays et nous pensons que nous devons aller jusqu'au bout. Quiconque pense le contraire, on permet un débat contradictoire, surtout avec ceux qui se constituent pour susciter les candidatures. Moi, j'en veux. Je veux un débat contradictoire. Chacun dans son couloir. Donc, pour qu'on comprenne... Chacun dans son couloir, sans doute. Est-ce que vous, depuis que vous avez commencé cette tournée, est-ce que vous avez l'impression que les acteurs politiques ont un regard, on va dire, méfiant vis-à-vis de ce que vous faites? Est-ce que vous avez connu des situations, on va dire, pas trop bonnes? Non, vous savez, il n'y a rien sans rien. Je t'avais dit dans les coulisses que je ne voudrais pas en arriver là. J'ai eu la chance d'être cambriolé. Tous mes effets sont partis. Et puis récemment, ça ne fait pas encore 2 semaines, et ça c'est sur le campus précisément, toutes mes pièces sont... tout est emporté également, y compris ce que j'avais apporté de mettre. Là où je suis en reconstitution de tout ce qui est pièces et tout ce qui est accessoires et tout ce qui peut me permettre de continuer. Mais comme j'ai le souffle... Alors pourquoi puisque j'ai le souffle... Est-ce que vous dérangez quelqu'un? Non, vous savez, vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites à un moment T, ce que ça dérange, ce que ça arrange. Mais si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous n'êtes pas allé voir quelqu'un pour dire voilà un projet, parce que généralement c'est l'étiquette qu'on donne à la jeunesse. Puisque nous avons dit depuis le départ, et je pense l'avoir dit ici il y a pratiquement 1 an,
qu'on a besoin d'aucun politicien. Parce que il faudrait justement, pas... c'est la question qu'il faut poser. Qui voilà, est-ce qui finance il faudrait donc, pas, exactement, ce que vous êtes en train de faire? Je voulais le rappeler encore sur ce plateau que si quelqu'un sait quelque chose, puisque parfois on t'informe des choses, le Béninois aime informer des gens sur ce que tu représentes, ce que tu vis. Et il peut te dire même que hier tu as dormi à 3 heures, alors que toi, même tu sais que tu es allé au lit à 22 heures ou à 23 heures. Donc du coup, je voudrais que ceux-là qui veulent encore être confrontés se positionnent et puis nous disent de quoi il s'agit. Parce que j'apprends, même des fois, je suis dans des lieux publics et parfois dans l'obscurité où toute la discussion autour de la table tourne autour du président caricature, certainement, puisque le Béninois est très bon, est très inspiré, il est très bon dans tout ce qui est fiction. Tout est monté de toutes pièces. Est-ce que ce n'est pas X? Est-ce que ce n'est pas Y? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est derrière? Bon, finalement, eux-mêmes disent, je crois qu'un an après, eux-mêmes disent, on verra à la fin. Donc, je pense que nous avons tenu bon et je crois qu'on ira jusqu'au bout pour que demain, on commence par dire, il y a des jeunes Béninois capables de porter des initiatives, tenir bon, exécuter leur projet sans les moyens de quelqu'un, sans être manipulé par X ou Y, et aller jusqu'au bout pour que on considère également la jeunesse dans tout ce que vous voyez là comme aspect politique. D'accord, on va finir justement par là. Après cette tournée, vous allez sans doute faire le point à votre niveau. Comment est-ce que les conclusions vont être partagées avec les acteurs politiques pour que les préoccupations des populations exprimées au cours de cette tournée soient prises en compte en 2026? Non, je pense que après les 2 départements, puisque le prochain sera déjà le Borgou le 22, pour célébrer les 1 an est parti avec les sondages du Borgou. Nous allons revenir pour finir dans le littoral et c'est après ça on fera un bilan global. Donc au bilan, nous allons dévoiler la suite de notre programme, puisque je vous ai dit que les points focaux seront à ce rendez-vous de bilan, c'est-à-dire les points focaux dans tous les départements, les 12 départements que nous sommes en train d'installer, vont venir à cet entretien, à ce séminaire de restitution, et nous allons dévoiler également pour la presse le programme que nous pensons poursuivre jusqu'à finir ce que nous avons entamé. Mais il est important de rappeler que tout sera au vu et au su de tout le monde, et chacun verra clair dans ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Merci à vous, Dr Boga Koupaki, président du mouvement Caricature, du président 26. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va dire bonne chance et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, d'un invité à un autre, nous allons recevoir dans un instant l'imam Shakirou Amousso. Il est le premier secrétaire adjoint aux projets et aux investissements de l'Union islamique du Bénin. Il vient nous donner des précisions sur cette polémique au sujet de soutien de certains imams au code électoral dont l'Église catholique recommande la relecture pour des élections apaisées et inclusives. Résolution de la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. Le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, a reçu en audience ce mardi 25 juin 2024 les anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Soglo et Thomas Boniaï. Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités nigériennes, a porté sur la situation tendue entre le Niger et le Bénin. Plus spécifiquement, l'objectif de cette mission est de trouver une solution pacifique à la crise qui oppose les 2 pays voisins depuis plusieurs semaines. Cette démarche des 2 anciens chefs d'État béninois est saluée pour la plupart des internautes. Nous sommes tous africains, souhaitons une bonne sortie de crise pour le bien-être de nos populations. C'est déjà un grand honneur pour nos anciens présidents d'être reçus par le président du Niger. Espérons un heureux dénouement pour nos 2 peuples. En dehors de toute communication politique, Tiani doit savoir qu'on peut choisir ses amis, mais on ne choisit pas son voisin.
Que notre fraternité légendaire revienne afin que les deux peuples s'épanouissent. Mais on aurait beaucoup appris de cette CEDEAO qui met les peuples dans le pétrin et ensuite elle s'enfuit. Y a-t-il des célibataires ici? Levez la main. Comment vous faites pour vivre? Question 2. Question 2. La question 2, c'est x carré plus 2. X carré plus 2. Oui. Attends. X en majuscule. X en majuscule comment? Écris X. Et on dit X en anglais comment? Ton école va en anglais. C'est la NASA. Hein? Moi, je ne connais pas. Bon. C'est comme si échoué. Quelle sauce à Nyama que tu as mis dedans comme ça? Nyama, hein? Ouais. C'est pas du Nyama, c'est du pâté. Si tu n'aimes pas, il faut me donner. C'est trop bon. Je peux en manger juste comme ça? Mon gars, c'est pas tous les beaux jours qu'on pourra en manger. Et puis surtout, notre petite salaire là. Tu vois, ça ne fout rien ça. Un peu. Comment ça on peut? Un peu. 200 livres par heure, tu sais ça fait combien? Non, pourquoi? Bon regarde, 2 pains, ça fait combien? Ça fait 500 francs. 800 francs de pâté. Ça fait combien en tout? 1300. Il ne nous reste plus que 700 francs sur notre salaire de la journée. Attends. Tu as bien dit qu'on a chacun 1000 francs par journée de travail, non? Hein? Ah. C'est bien juste? Oui. Donc, aujourd'hui, tu me dois 300. Quoi ça? Tu es bête ou quoi? Hein? Ça, faut pas m'insulter. Regardez, ou bien c'est le soleil de ce matin qui t'a trop tapé sur ta tête. Toi là. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Seigneur, c'est encore moi. Même prière que Bill Gates. Copier-coller. Amen. Dis-moi, comment on appelle les habitants de la France? C'est les Français. Les Français. Comment on appelle les habitants de l'Italie? C'est l'Italien. Ok, maintenant, comment on appelle les habitants de la France? Les Français. Comment ça, les Français? Mais c'est les Français. Ok, comment on appelle les habitants de la Côte d'Ivoire? Les Côte d'Ivoire. C'est tout quoi? C'est les Côte d'Ivoire, les Côte d'Ivoire. Les habitants de Côte d'Ivoire, c'est les Côte d'Ivoire. Alors que la conférence épiscopale du Bénin recommande la relecture du code électoral adopté par les députés et promulgué par le chef de l'État pour des élections transparentes et inclusives en 2026, certains imams ont déclaré leur soutien à cette loi électorale. Pour certains observateurs, il y a de la manipulation des leaders religieux, mais à qui cela pourrait-il profiter? On en parle avec le premier secrétaire adjoint au projet et aux investissements de l'Union islamique du Bénin qui est avec nous sur le plateau du grand format, Imam Shakirou Amonsou. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer. Dans quelles circonstances cette déclaration de soutien au code électoral a-t-elle été faite? Merci d'abord pour votre invitation. C'est pour vous dire, vous aussi, vous avez suivi ces derniers moments, l'actualité entre le Niger et le Bénin, au point où les oulémas du Niger ont formulé des malédictions sur les chefs de l'État et ses partisans. Voyez, donc c'est en cela les imams ont initié cette prière à Parakou, notamment le Haut Conseil des imams de Parakou. Même pendant cette période, il y a une discussion en cours au sein de l'Union islamique du Bénin où le 29 juin passé, on devait aussi organiser la même activité, la prière, et se prononcer pour les chefs de l'État, pour la nation, pour quand même éviter ces malédictions, ces mauvais sorts. Il ne s'agit pas pour nous de
répond pas le mal, quand même, de prier, d'implorer Dieu pour anéantir les efforts, les effets que ces prières pourraient avoir. Donc, c'est dans des contextes, les imams se sont réunis et en ont profité de l'assise pour donner leur point de vue sur le code électoral. Donc voilà ce qui s'est passé. Que vient chercher le code électoral donc, dans une prière pour la paix ou bien pour l'harmonisation des relations entre le Bénin et le Niger? Vous savez que d'abord, les imams après tout sont des citoyens. Vous voyez, un citoyen, nous ne pouvons pas les en vouloir pour ça. C'est de leur plein droit de les dire. Laissez-moi vous dire, entre les imams et le président Patrice Talon, c'est plus qu'une histoire d'amour. Je vais vous faire cette confidence. Au nord, vous savez comment les imams appellent le président Patrice Talon. Ils l'ont baptisé, c'est Tahirou, il l'appelle. Ça veut dire quoi? Tahirou, c'est ce qui est propre, ce qui est chic, ce qui est pur, la pureté. Vous voyez? Donc le président Patrice Talon a ses amis aussi parmi les imams. Vous voyez? Et à moins que vous soyez aveugle dans ce pays où comment ce qui se passe, comment le pays se gère. Et si vous ne voyez pas, voyez, c'est dommage. Les imams qui étaient conviés à cette prière, étaient-ils informés de ce projet de soutien au code électoral? Absolument. Les imams sont informés. Absolument. Personne, je ne pense pas que les imams soient... Ceux qui sont d'ailleurs invités, je ne pense pas que personne puisse manipuler les imams. Les imams sont suffisamment informés, outillés, au point où les politiques ou bien des personnes de mauvaise foi les manipulent ou non. Ils ont reçu l'invitation et puis ils ont été bien informés. Et ceci, c'est pas que la distance, nous aussi, c'est à la dernière minute que nous avions appris l'événement. Si c'est à Cotonou, nous allons aussi nous rendre à cet événement. D'accord. La déclaration de l'Union islamique du Bénin, est-ce que ça la dédouane complètement à votre avis quand elle dit qu'elle n'approuve pas donc ce soutien au code électoral? Absolument. Vous savez, l'Union islamique du Bénin, c'est une institution religieuse. Et l'Union islamique du Bénin est apolitique. Mais ses membres ne sont pas apolitique, et c'est une veine, je vais dire, c'est une veine polémique entre le prélat et l'Union islamique du Bénin. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, dans ce pays, la crise qui a secoué au sein de l'Union islamique du Bénin, où l'Union islamique du Bénin, où le chef de l'État a été obligé d'intervenir pour ramener la cohésion. Maintenant, tout acte visant, tentant maintenant à perturber la cohésion au sein de l'Union islamique du Bénin, c'est contraire même à la vision du chef de l'État. Vous voyez? Et je m'avais même vous dit, pendant cette période, moi-même, j'étais là à une rencontre avec le chef de l'État au palais. Vous verrez que c'est un homme de paix, un homme d'unité, de cohésion. C'est après cette rencontre, moi, mon estime pour les chefs de l'État a encore triplé. Vous voyez? Donc l'Union islamique du Bénin s'est donné une droite ligne. Et que dites-vous de ceux qui pensent que les imams ont été manipulés au profit? Non, c'est ça, je m'en vais vous expliquer, que à cette droite ligne, à tracer une droite ligne, même s'il s'agit de faire des observations à l'endroit d'une autorité ou pas, à ces canaux quand même. Est-ce que vous avez jamais vu l'Union islamique du Bénin prend ouvertement une position pour tel. L'Union islamique du Bénin est attachée au principe de la laïcité justement, et le respect. Justement, c'est ce qui surprend tous ceux qui parlent donc de ce soutien aujourd'hui. Ce soutien... Parce que le soutien intervient dans un contexte où la conférence épiscopale du Bénin demande qu'on fasse la relecture de ce code électoral pour des élections inclusives, et c'est dans le même temps que l'Union. Ce n'est pas l'Union islamique du Bénin ça ne émane pas de l'Union islamique du Bénin.
ce sont certains membres de l'Union islamique du Bénin qui ont été conviés à cette assise. Comment on peut faire la démarcation entre les responsables de l'Union islamique du Bénin qui font la déclaration et l'institut même, l'institution? Oui, absolument. Vous avez vu, moi, j'ai plusieurs fois organisé mes activités politiques ici sans mentionner le nom de l'Union islamique du Bénin. Vous comprenez? Donc on peut faire cette démarcation-là. Il faut clarifier. Si ce soir je suis là, vous m'avez présenté étant comme premier secrétaire adjoint au projet de l'Union, c'est parce que j'ai été mandaté pour me prononcer sur cette question. Donc l'Union islamique du Bénin aujourd'hui incarne ces respects-là. Donc c'est une... vous avez parlé tout à l'heure de l'épiscopat, de la conférence épiscopale. Vous savez, pour les colloques, l'Union islamique du Bénin a reçu une invitation. Mais nous avions décliné cette offre-là. Pourquoi? Ne connaissant pas les thèmes de référence, la finalité, les résultats de cette conférence. Comment y participer? Ce temps-là est révolu où on organise, on invite l'Union islamique, on associe. Non, l'Union islamique est bien gouvernée par des gens bien avertis. Et c'est ça. Ce matin même, j'ai entendu sur les réseaux sociaux un certain Alokmon, je ne sais pas si c'est Alokmon, il s'appelle, affirme que... Alors, quel est votre point de vue sur oui, je vais revenir sur ça pour se démentir là, Alokmon qui dit que l'Union islamique du Bénin s'est représentée. Alors quelle est votre opinion sur le code électoral dont on parle aujourd'hui? Oui, moi, ce code électoral, quand une loi est votée dans une république, elle s'impose à tout le monde. Vous savez, il y a suffisamment... en réalité, on ne devrait pas être à ce stade-là aujourd'hui. Ce temps-là est révolu. Tous ceux qui pensent que nous allons revenir en arrière, je vois qui rangent de côté les ambitions. Donc, qu'on avance, qu'on évolue. Si on vote une loi aujourd'hui, demain, c'est parce que tel n'est pas d'accord pour telle loi, il faut casser. Quand est-ce que le pays va progresser? Donc, ce code-là s'impose à tout le monde. On respecte ce code-là s'impose. Parce que le débat a été suffisamment, le peuple a été suffisamment outillé sur ça. Revenir, c'est comme si on demande à l'épiscopat, ça n'engage que moi, qu'on demande à l'épiscopat pour dire, ok, comme les prêtres ne sont pas autorisés à se marier, donc un individu lambda se lève pour dire, il faut. J'ai dit, comme on demande, je me lève, je dis, Imam Chaké, ou bien les chrétiens, ou bien une autre confession demande à l'épiscopat ou bien au pape pour dire comme les prêtres ne sont pas autorisés à se marier selon les principes, non, nous demandons quand même qu'on autorise les prêtres à se marier. Vous voyez? Vous avez jamais entendu vous avez jamais entendu ça? Alors, quand on est imam, c'est qu'on est appelé à diriger les prières qui réunissent les fidèles de toutes les tendances politiques. Mais quand on va faire une déclaration politique de ce genre, est-ce que cela ne pose pas un problème? Est-ce que cela ne crée pas la confusion au sein même des fidèles qui prient avec vous? Pourquoi, quand il s'agit des imams, c'est cette pensée erronée que nous voulons que les gens corrigent? Vous avez vu ici, là, dans un passé récent où les pasteurs se sont constitués pour susciter la candidature. Les pasteurs. Pourquoi aux imams vous êtes préoccupés, vous reprochez aux imams? Vous avez vu au temps d'il y a eu les 10 ans là, comment les pasteurs ont participé activement à la gestion de ces pays. Quand il s'agit des imams maintenant, on s'est dit non, ou bien les imams ne sont pas citoyens de ces pays. Les imams ne justifient pas de leurs droits civiques. Les imams ne payent-ils pas l'impôt dans ces pays? Je ne crois pas que le débat n'est pas à ce niveau-là. Donc, le débat n'est même pas à ce niveau. L'imam a le droit de participer, d'animer activement, si les membres d'un parti politique, d'animer activement la vie politique. D'accord. La vie politique, désormais, c'est les partis politiques qui animent. Et imam membre d'un parti politique comme moi, étant membre de l'Union progressive, j'anime. D'accord. C'est pas interdit. D'accord. On va parler maintenant du Hajj 2024 avec vous, puisque vous êtes par ailleurs responsable d'une société de convoyage donc sur la terre sainte d'Arabie Saoudite. Combien de pèlerins avons-nous eu cette année? Oui, pour le Hajj, sous réserve du commissaire chargé du Hajj, parce qu'il n'a pas encore déposé son rapport, parce que je suis là en qualité du secrétaire adjoint, du premier secrétaire adjoint aux projets d'investissement de l'Union islamique. Et dès qu'il sera de retour, et nous allons revenir ici pour un rapport sur ça. Mais je m'avais vous dire une seule chose sur les Hajj
de cette année. Quand on parle du Bénin révélé, le Bénin a été révélé effectivement en Arabie Saoudite. Je m'avais vous informer que le Bénin a été distingué, a obtenu et le deuxième prix de performance en termes de satisfaction quant aux services fournis aux pèlerins par l'Arabie Saoudite. Le Bénin, deuxième prix de performance. Vous voyez comment nos gouvernants actuels ont poussé haut l'étendard du Bénin, donc c'est de cela il s'agit. Donc à travers ces prix, vous voyez, tout le monde entier, ou le Hajj, où tout le monde entier a participé, où le Bénin obtient le deuxième prix, vous aussi. D'accord. Vous aussi, et ça puis, le gère. Donc, cette année, il y a eu cet incident malheureux qui s'est produit au Hajj. Oui, comme je vous l'avais dit, sous réserve du secrétaire, du commissaire des Hajj, ouais, cet incident, le Bénin n'est pas touché par cet incident, par exemple. C'est grâce à la rigueur des réformes liées dans le secteur du Hajj et au respect strict aussi de ces réformes que nous avions vu des pays. Vous avez suivi l'actualité pour moi. D'après ces Hajj en même temps, en plein Hajj, où les ministres des Affaires religieuses ont été limogés parce que les consignes ne sont pas respectées, les principes. Mais au Bénin, c'est une organisation parfaite. Pour les détails, le secrétaire de Hajj va passer ici pour faire un point succinct du Hajj. D'accord. Au sujet donc du soutien de certains imams au code électoral, on va finir avec votre message à l'endroit de la communauté musulmane. C'est d'être serein et que la polémique entre les prélats et l'Union islamique du Bénin, c'est une vaine polémique. L'activité des paracous n'émane pas de l'Union islamique du Bénin. L'Union islamique du Bénin est apolitique. Et que ceux qui disent les contre-vérités que l'Union islamique du Bénin a participé au colloque de l'épiscopat, c'est une contre-vérité, a décliné l'offre, n'a jamais participé. C'est lui qui doit nous prouver le contraire, qui nous montre la liste de présence, c'est lui-là qui a participé. L'Union islamique du Bénin aujourd'hui incarne le respect. Donc les imams qui ont donné leur soutien, c'est leur plein droit. Et ils sont des citoyens béninois qui jouissent de leurs droits physiques, qui payent les impôts. On ne doit pas les vouloir pour ça. Donc mon message, c'est un message d'apaisement, de cohésion et de respect, que de passer à autre chose, que ces codes-là est voté, ça s'impose à tout le monde. Voyez, ça s'impose d'aller sur le terrain si vous êtes politique, mobiliser, parler, travailler, c'est désormais démontrer votre force. D'accord. Donc voilà ce que nous pouvons. Merci à vous, Imam Shakiro Amoussou, premier secrétaire adjoint au projet et aux investissements de l'Union islamique du Bénin. Vous êtes par ailleurs de la 7e promotion doctorale en économie coopérative et politique de développement durable à l'Université africaine de développement, consultant international en inclusion financière et management des organisations et enfin membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, avant de passer au décryptage de l'actualité nationale avec notre invité média Josaphat Dabolino, on va parler très rapidement d'un projet de formation pour le développement du leadership féminin dans l'industrie culturelle et artistique au Bénin. De quoi s'agit-il? Restez avec nous, vous le saurez juste après ceci. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Célibataire ici, levez la main. Comment vous faites pour vivre? Question 2. Question 2. La question 2, c'est x carré plus 2. X carré plus 2. Oui. Attends. X en majuscule. X en majuscule comment? Écris X.
Et on dit X en anglais comment? Ton école va en anglais. C'est la NASA. Hein? Moi, je ne connais pas. Bon, c'est comme si échoué. Quelle sauce à Nyama que tu as mis dedans comme ça? Nyama, hein? Ouais. C'est pas du Nyama, c'est du pâté. Si tu n'aimes pas, il faut me donner. C'est trop bon. Je peux en manger 10 comme ça. Mon gars, c'est pas tous les beaux jours qu'on pourra en manger. Et puis surtout, notre petite salaire là. Tu vois, ça ne fout rien ça. Un peu. Comment ça on peut? Un peu. 2 sandwichs pareil, tu sais ça fait combien? Non, pourquoi? Bon regarde, 2 pains, ça fait combien? Ça fait 500 francs. 800 francs de pâté. Ça fait combien en tout? 1300. Il ne nous reste plus que 700 francs sur notre salaire de la journée. Attends. Tu as bien dit. On a chacun 1000 francs par journée de travail, non? Ah. C'est bien juste? Oui. Donc, aujourd'hui, tu me dois 300. Quoi ça? Tu es bête ou quoi? Ça, faut pas m'insulter. Regardez, ou bien c'est le soleil de ce matin qui t'a trop tapé sur ta tête. Toi là. Et nous, voici de retour sur le plateau du grand format. Le temps est en train de nous presser. L'invité, le troisième invité vient de s'installer à l'instant même. Avec lui, nous allons parler de cette initiative de formation des femmes dans le secteur de l'industrie artistique et culturelle. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Quel est l'objectif justement de cette formation pour le développement de leadership féminin? Merci. Avant tout propos, je voudrais dire merci à tout le peuple béninois et également à tous nos collaborateurs avec qui nous travaillons. Alors, l'objectif fondamental de ce projet est de permettre la consolidation de la présence. Le projet Zoindi. Avec le projet Zoindi, que nous mettons en œuvre depuis bientôt 8 mois au tout grand théâtre Djogwe. L'objectif est de permettre la consolidation, disais-je, de la présence féminine dans la chaîne de production culturelle et artistique dans l'univers de la création au Bénin. En réalité, nous sommes partis de simples constats. Il se fait que, par exemple, au Bénin, en termes de statistiques et même en termes de présence patent, il n'y a que nous avons un effectif zéro présence de femmes en termes de scénographie. Cela est dû à quoi? Cela est dû à nos réalités socio-politiques. Il y a des métiers, par exemple, que l'on dit spontanément être des métiers d'hommes et des métiers qu'on dit être des métiers de femmes. Et que, par exemple, il est très rare de voir dans la chaîne de production artistique des femmes à la tête du pilotage des projets. Et déjà, quand vous prenez par exemple en musique, il y a peu de femmes chefs d'orchestre. Et quand on prend en termes administratifs, il y a peu de femmes responsables d'associations actives et qui opèrent dans le secteur. Et donc quand nous avons observé cet état de choses, nous avons proposé un projet qui permet de former des femmes dans les métiers cadres, dans les métiers presque genrés dans la mentalité des Béninois ou de la société. Et avec ces femmes, nous avons opéré ce qu'on va appeler un changement de cap. Aujourd'hui, avec ce projet, nous avons 20 femmes qui sont formées dans les métiers d'administration et de management de produits culturels. 5 femmes dans l'administration et dans le management de produits culturels, comme je disais. 5 femmes en mise en scène, 5 femmes en scénographie et 5 femmes en critique d'art. Ces femmes ont reçu, après la formation, un accompagnement qui leur permet de mettre en route leur propre projet et de les conduire de la phase de création jusqu'à la phase de diffusion, pour dire que c'est un projet complet. Formation, création et diffusion piloté par des femmes. Et quand on dit des femmes, ça ne veut pas dire un projet féministe, parce que le recrutement à l'interne est un recrutement mixte. Justement, comment est-ce que ces femmes ont été identifiées pour bénéficier de... Nous avons lancé un appel. Oui. Nous avons lancé un appel sur le plan national et les femmes sont venues d'un peu partout du Bénin, de Tanguita, de Parakou, de Porte-Novo, de Comé. Et ces femmes, désormais, sont avec nous à Abomey-Calavi, où elles ont reçu pendant 5 mois
une formation, 3 mois de formation théorique et 2 mois de formation pratique. D'accord, on va suivre une toute petite vidéo concernant la formation, si la régie est avec nous, et on revient dans quelques secondes. Merci. Ouscavia, il parle en milliards de milliards, tandis que quelques pièces clignotantes peinent à trouver place dans ta poche trouée. Tu n'y vis pas. Tu ne peux qu'y quémander une goutte d'eau peilant sur un doigt pour assurer l'incendie de ta vie. Tu es au centre du feu, dans les égouts. Tu vis dans la ville invisible, celle des cramés, bestiaux d'immondices, exclus de toute beauté, postulant à la dignité, rêveurs démunis, rêveurs qui traînent la dépouille de leurs rêves. Visage occulte, source des hommes. Certainement pas. Fils, tu ne le vois peut-être pas. Mais pas à pas, nous évoluons. Voilà donc pour cet élément. Alors, pièce clignotante, c'est quoi? Oui, la pièce que vous venez de voir, c'est la gestation qui a été mise en scène par Amel Nagoba, qui est une femme formée dans le trinôme, dans la couveuse Zoindi. Et donc, comme je voudrais juste préciser que je voudrais préciser des étapes encore à nouveau, si c'est possible. Donc, nous sommes partis de la formation dans différentes couveuses. Et ces différentes couveuses, après, se sont constituées en des trinômes. Et aujourd'hui, ce sont des trinômes que vous voyez en action là, qui ont conduit administrativement, scénographiquement et en termes de mise en scène ce projet. On a au total 6 projets qui vont être mis en route par le projet Zoindi et conduit uniquement par des femmes. D'accord. La suite du projet, c'est quoi? La suite du projet, ça va être de suivre la carrière de ces dames, de leur permettre de prendre ancrage dans le secteur et d'être désormais pas des femmes appelées dans les seconds rôles ou dans de la figuration dans le secteur culturel, mais comme des femmes qui ont un propos, une démarche et qui se constituent en des équipes de travail. Et on espère que leur séjour dans le secteur culturel va avoir de la durée. Ça va révolutionner le secteur. En tout cas, on l'espère. Merci à vous, monsieur Didier Nassegandé. Didier Nassegandé. Voilà, vous êtes comédien, metteur en scène et coordonnateur du projet Zoindi, dont bénéficient 5 femmes pour le développement de leur leadership dans l'industrie culturelle et artistique au Bénin. Bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va suivre à présent la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani à Siongbon. Et juste après, vous le savez, il va prendre place par ici. Il s'agit de Josaphat Da Bolinon, éditeur à Pesachek. Et pour vous qui ne le savez peut-être pas, c'est le premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Voici la revue hebdo. Authentique et savoureuse. Doppel Munich Lager, le goût d'une vraie bière. Désormais disponible en bouteille de 50 centilitres. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. La revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani. Asiongbo n'est pas au rendez-vous ce dimanche, ce n'est que partie remise. On va le retrouver dimanche prochain sans doute avec d'autres informations. En plateau, pour le décryptage de l'actualité nationale, Josaphat Da Bolinon est déjà installé. Josaphat, bonjour. Bonjour à vous, Idriss Boukari. Bonjour, auditeur. À Pesachek. Je le disais tout à l'heure, c'est le premier média indigène de vérification des faits en Afrique.
Qu'est-ce que vous avez vérifié ces dernières semaines? Tout à fait. Vous présentez d'ailleurs bien le média, c'est très important. Aujourd'hui, il n'y a que des informations qui circulent. On a tout au long de, non pas cette semaine, mais tout au long du mois, on a pu vérifier au Bénin, par exemple, l'affaire de Pipeline. Il y a beaucoup d'informations, de fausses informations qui ont circulé. Nos vérificateurs des faits sur place ont quand même vérifié pas mal d'allégations relatives au Pipeline, à cette crise bénino-nigérienne. Et on a également vérifié une vidéo que je trouve vraiment formidable, une vidéo de fabrication de glace de façon artisanale. Ça a circulé sur les réseaux sociaux, mais nos fact-checkers ont quand même démontré, parce que ça circulait et on disait qu'en fait qu'il suffit juste de mettre l'eau emballée dans le produit, que c'est un produit chimique, et quelques minutes après on sort la glace. Donc en fait ce n'est pas ça, c'était quand même un dispositif artisanal de fabrication de glace. Donc on a pu démontrer ça. Et également cette visite des chefs d'État, il y a aussi des allégations là-dessus, on a pu vérifier ça. C'est ce qui a été fait au Bénin, au Mali et dans les États du Sahel. On a vérifié également des informations relatives au FAMA, les forces armées maliennes. On a également vérifié cette rumeur qui a beaucoup circulé au Burkina Faso concernant bien sûr le président Ibrahim Traoré qui serait démis de ses fonctions. On avait pas mal d'allégations à ce sujet, donc nous avons pu vérifier, nos fact-checkers sur place ont pu vérifier. Sans oublier bien sûr la RDC avec cette allégation avec les M23. Donc pas mal d'infos pour ce mois. D'accord. Et justement, on va commencer le décryptage avec cette information que vous avez tout à fait vérifiée. Nos anciens présidents, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, qui étaient à Niamey pour la médiation de la crise entre le Bénin et le Niger. Que pensez-vous de cette démarche de nos anciens présidents? Je crois que c'est une démarche, c'est personnellement une démarche vraiment louable parce que tout citoyen pourrait le faire. Vous pourriez le faire, tout comme je pourrais également le faire, étant donné que nous sommes dans une crise, étant donné que nous sommes dans une situation de méfiance entre deux États et que si un individu ou si un citoyen se sent quand même capable à même de véritablement intervenir, je crois que la démarche elle est vraiment louable. Maintenant, au-delà de tout, parce que même je l'ai annoncé tout à l'heure, à propos de cette visite, il y a une rumeur qui s'est passée avec un ancien audio d'un ancien président qui a circulé. En fait, ce n'était pas dans le cadre de la visite au Niger, donc on a pu vérifier également. Mais je trouve l'initiative vraiment louable. Il s'agit de deux anciens présidents qui quand même avaient gouverné le Bénin, qui connaissent bien sûr les rouages de la médiation. Et on connaît Nicéphore Soglo avec sa technique, sa diplomatie. On a vu de 91 à 96 comment il a quand même pu gérer la médiation avec, même s'il y a quand même pas mal de remous par rapport à sa gestion. Mais on a vu comment le Bénin s'est repositionné sur le plan international avec bien sûr l'intégration des institutions de Bretton Woods et d'autres institutions internationales. Thomas Boni Yayi en a vu également la diplomatie avec bien sûr la présidence des institutions, que ce soit régionales et sous-régionales. On a vu également comment il a pu, parce que c'est justement à ce niveau que je loue l'initiative, comment il a pu quand même convaincre l'ancien président Issoufou Mahamadou de véritablement faire passer le pipeline par le Bénin, étant donné qu'il y a l'autre option du Tchad qui part par le Cameroun et que c'était moins coûteux pour la Chine et pour le Niger. Et pourtant, compte tenu de la médiation, compte tenu de la diplomatie, l'ancien chef d'État a quand même pu obtenir ce pipeline qui passe par le Bénin avec environ 2000 km de pipeline. Donc, j'estime que ces deux ont la capacité qu'il faut, ont la technique qu'il faut, pourront également développer la diplomatie qu'il faut pour aller négocier. Maintenant, à côté de ça, on peut quand même s'interroger sur la forme de cette médiation autoproclamée, je dirais, en quelque sorte. Donc, parce que j'ai eu dit, en tout cas dans l'arsenal étatique, qu'effectivement il n'y avait pas eu une consultation préalable du chef de l'État d'ici, qu'il n'y a pas eu, que ce n'est pas une mission dûment mandatée comme cela se devrait par le président de la République, Patrice Talon. Donc ça n'a pas empêché qu'il soit reçu. Tout à fait, j'y viens parce que véritablement ça n'a pas empêché. C'est pour ça qu'il dit vous pouvez le faire, tout comme je peux le faire, étant donné si j'ai quand même des accès, si j'ai quand même des possibilités de le faire.
Et donc, malgré cette absence de consultation, de médiation ou de mission durement signée, mandatée par le président de la République, Patrice Talon, les deux anciens chefs d'État ont été royalement, bien sûr, ils sont des anciens présidents, reçus au Niger par le président Tiani, et avec des audiences, avec la rencontre d'autres personnalités. Et je crois que cette forme de communication qu'ils ont entretenue autour de cette visite, de cette mission, je crois que c'est loi, parce que jusque-là, on n'a pas encore les dernières conclusions de ce qui on s'attendait à une déclaration de retour justement, de Niamey, que ça soit à la sortie de l'audience, ça n'a pas été fait. Moi, j'ai suivi un peu les chaînes nigériennes, je n'ai pas pu trouver. Que ça soit également à leur descente à Cotonou, leur retour, on n'a quand même pas eu. Donc, certainement, il y a quelque chose qui se prépare. Chacun essaie de faire son idée. Donc, tout à fait. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de supputations, de suppositions dans le rang des populations. Moi, j'estime qu'en fait, que cette mission, ce n'est peut-être pas pour faire le tapage médiatique. C'est peut-être pour dire, oui, nous avons mené des actions, nous avons discuté avec les acteurs. Maintenant, ce dont nous avons parlé, le résultat, c'est le résultat qui compte. Donc, si au finish, le Niger décide, par exemple, d'ouvrir, ça peut ne pas être seulement leur médiation, mais ça peut également faire partie des gens qui ont quand même milité à ce que ça soit le cas. Parce que ce soit le Niger ou le Bénin, aucun pays ne sort gagnant de cette crise-là. Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Vous avez suivi le Conseil des ministres du 24 juin dernier, où le Niger décide déjà de réactiver la commission qui devrait s'occuper, bien sûr, de la mise en œuvre du pipeline Niger, Tchad et Cameroun. Donc, il y a quand même des actions, des activités qui sont déjà programmées. Vivement que cette médiation puisse véritablement faire changer d'avis pour que le pétrole nigérien commence à passer par le Bénin. Certains observateurs constatent que le pouvoir Talon est resté indifférent donc, face à cette médiation. Est-ce que c'est le cas? Bon, l'indifférence, je le saurais le dire. Indifférent comment? Je sais qu'on a parlé des anciens présidents qui maîtrisent quand même bien le rôle diplomatique, donc qui sont également des citoyens qui peuvent quand même... qui vont plaider donc pour, la normalisation des relations. Donc, je me dis, pourquoi indifférent? Le chef de l'État ou le système Talon aurait pu quand même déployer l'arsenal communicationnel pour dire, oui, nous avons pu envoyer les anciens présidents, non, nous ne sommes pas d'accord avec leur départ. Non, je crois qu'en fait, on n'est plus à cette étape. L'étape aujourd'hui, que ce soit le citoyen lambda, que ce soit mon oncle au village ou ma grand-mère, c'est que nous voulons tous que les relations se rétablissent entre le Bénin et le Niger, qu'au-delà du pipeline, que les deux peuples frères qui ont toujours cohabité puissent continuer à le faire pour que le pétrole, même si ce n'est forcément pas le pétrole, que les relations commerciales puissent véritablement entrer. Et puis, on le dit, c'est un aspect commercial. Je crois sur ce même plateau, je l'ai dit une fois, même en temps de guerre, même l'Israël continue toujours de faire affaire avec la France. Même la Russie continue de faire affaire avec les pays de l'Occident. Donc, du coup, pourquoi il doit y avoir une petite dispute entre griffes diplomatiques entre le Bénin et le Niger, et toutes les relations commerciales seront quand même aussi bloquées. Donc, ça me fait de la peine, tout comme ça fait de la peine à tout Béninois, à tout Nigérien également, et tout citoyen capable quand même de faire les pas, tout citoyen capable de véritablement plaider pour le retour des bonnes relations, de bons voisinages entre le Bénin et le Niger. Je crois qu'en fait, il faut les encourager à le faire. Et puis quand on voit les conditions dans lesquelles nos anciens présidents ont été reçus, c'était dans les honneurs dus à leur rang, est-ce que cela pourrait signifier que le Niger n'est pas aussi fermé que ça? Je crois qu'en fait, les honneurs militaires, c'est compte tenu de celui qui arrive, c'est compte tenu des relations, c'est compte tenu de l'importance. En tout cas, les experts en diplomatie vous le diront. Mais ce qui est sûr, ils étaient des anciens présidents et deux anciens présidents au même moment. Et sans oublier également que les anciens présidents béninois avaient également rencontré d'autres anciens présidents nigériens. Ils ont discuté. Donc, moi, j'estime qu'en fait, il faut les encourager. Et si vous aussi, demain, vous décidez, compte tenu de vos relations, d'intervenir au niveau des autorités nigériennes pour que ça puisse marcher, allez-y. Si quand même au niveau des autorités béninoises que vous pouvez quand même aussi agir, je crois que tout le monde devrait quand même mettre la main dans la pâte pour que cette relation se normalise. Et puis, on va changer de sujet à présent pour parler, on va dire, de ce sujet. Donc,
On parle de soutien des imams au cours électoral. Cela fait polémique durant la semaine. J'en parlais tout à l'heure avec l'imam Shakiro Moussou qui a donné l'appréciation de l'Union islamique du Bénin à ce sujet. Josaphat Dabolinon, quelle analyse faites-vous de ces déclarations? Bon, d'abord, il faut faire reconnaître que ce n'est pas la première fois que les confessions religieuses s'immiscent entre griffes, parce que ce n'est forcément pas leur rôle dans les affaires politiques. Et on a vu également l'influence de ces confessions religieuses tant dans la prise de certaines décisions politiques dans les pays, ce n'est pas seulement au Bénin, et également que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays de l'Occident ou du monde, il y a que la religion a une influence sur les décisions politiques. On a vu également parce qu'il faut forcément faire la comparaison, on a vu également la bataille jusqu'à présent du clergé béninois par rapport à ce code électoral. Donc je crois que ce qui gêne au niveau de l'Union islamique du Bénin, c'est cette déclaration qui a été faite sans consultation du bureau, sans consultation de toutes les composantes ainsi de cette confession religieuse, parce qu'il s'est fait que les deux responsables, c'est-à-dire le président et le vice-président, qui se retrouvent pour une manifestation où il devrait dire une prière. Et au même moment, les organisateurs leur auraient demandé de se prononcer sur un sujet politique. Vous savez que les politiques, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup plus attention avec les politiciens. Parce que quand ils vous invitent pour X, c'est sûr qu'ils vont ajouter un Y. Donc ça a été le cas. Et malheureusement, je dis malheureusement, compte tenu bien sûr du communiqué officiel de l'Union. Donc malheureusement, ces deux acteurs ont pu donner leur point de vue. Et quand vous êtes président d'une institution ou d'une union et que vous donnez votre point de vue publiquement, ça veut dire que vous incarnez. Cela peut engager ça engage normalement l'Union. Heureusement que l'Union a fait sortir un communiqué pour quand même clarifier les choses. Je crois que c'est dans la norme des choses. Et ce qui me plaît également dans ce communiqué, c'est qu'à la partie, ils ont dit, nous ne sommes pas en mesure d'aller contre les décisions ou d'affronter les idées d'autres confessions religieuses. Donc c'est tellement pour faire référence au clergé béninois qui déjà se bat depuis un certain temps par rapport à ce code. Et ce n'est pas seulement une affaire de religion, Idrissou. Je crois qu'en fait que tout citoyen, que ce soit politique, religieux ou d'autres acteurs de ce Bénin, devrait quand même s'asseoir, réfléchir sur ce code électoral parce que ce qui est bon là, on ne peut pas polémiquer autant. Si c'est bon, c'est que c'est bon. Si ce n'est pas bon, non mais dites-moi, on ne peut pas quand même avoir un akassa mal fait, mal préparé, on va dire non, on l'a préparé chez le roi. Ça c'est un adage. Donc si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, c'est bon. Moi j'estime en tant qu'observateur, en tant que journaliste, qu'en fait que du moment où il y a un acteur, des acteurs politiques l'ont dénoncé, des acteurs de la société civile, les confessions religieuses se sont quand même prononcées sur ce code-là. J'estime que l'unanimement, on pourrait quand même appeler tout le monde à la table, ça c'est une supposition, appeler tout le monde à la table pour dire oui, effectivement, nous avons vu vos conclusions, nous avons vu vos déclarations. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que nous maintenons ceci? Et avoir une force vive de la nation, même si ce n'est pas à l'image de 90, pour qu'on puisse débattre de cette question cruciale, parce qu'on a vu depuis 2017, quand on a touché le code électoral, on a vu que le code électoral touché n'a pas pu permettre aux citoyens de véritablement élire en paix et d'avoir les représentants dignes de ce nom et de festoyer à la fin du scrutin électoral, parce que chaque scrutin électoral, chaque soir, c'était quand même un festin pour tous les Béninois, et que votre candidat soit gagnant ou que ce soit pour l'adversaire, on festoie tout pour dire oui, nous avons pu réussir dans la joie et dans la l'allégresse. Mais depuis 2017, on n'a pas encore retrouvé cette ferveur. Et moi, je suis quand même des gens qui voudraient quand même revivre cet instant. Je suis quand même du genre à véritablement vivre qu'au soir du scrutin électoral, qu'on puisse dire oui, nous avons encore fait, et que chacun puisse se retourner dans sa chambre ou dans des buvettes ou dans des restaurants pour dire oui, nous avons accompli dans la joie et dans l'allégresse. Nous voulons ça. Mais le code en état, même en tant qu'observateur, même si on a dit, vous vous rappelez, on avait dit 10% sur le plan national et ça a causé des polémiques, ça a causé des problèmes et ça n'a pas été facile. On a dû jongler. Et maintenant, on dit dans chaque circonscription électorale 20%. Donc, du coup, c'est des aspects, j'estime qu'on pourrait appeler des forces vives de la nation, société civile, acteurs politiques, religieux et les politiciens. Tout le monde s'assied pour dire oui, nous allons débattre de ça. C'est déjà heureux que
que le clergé a organisé déjà des colloques par rapport à ça pour discuter bien sûr du CG une fois, 2 fois. J'estime qu'en fait qu'on peut aller loin. Même on si a encore un peu de temps. Même si elle n'est pas écoutée. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de déclaration officielle que nous avons reçu vos recommandations et que nous avons pris en charge. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas écouté. Dans tous les cas, elle joue son rôle. Tout à fait. Alors, de leur côté, les confédérations syndicales se plaignent de leur exclusion au sein du Conseil économique et social. C'est la conséquence de la relecture de la loi organique qui régit cette institution. Bonne, mauvaise nouvelle ou les deux? Je me suis demandé un jour si la bourse du travail ne va pas disparaître. Non, mais sérieusement, parce que déjà on a vu une loi qui interdit déjà les droits, pas interdit, la loi, les grèves qui encadre désormais les grèves en République du Bénin. On parle de 10 jours, on parle de 1 jour, en tout cas c'est confus même à bon niveau. On a vu également que les syndicalistes, que ce soit les responsables ou les acteurs, n'ont plus cette ferveur, n'ont plus cette chaleur véritablement syndicale de militer pour la cause du travailleur. Et bon, on entend que le SCS, c'est une loi qui date depuis 20 ans, il paraît. Donc on a voulu nettoyer, on a voulu dépositer pour dire, bon ok, nous reprenons avec ces artistes, nous allons évoluer avec ça. Mais j'estime qu'en fait que il faut écouter des acteurs. Pourquoi les exclure? C'est d'abord de voir le rôle qu'ils jouent, parce que j'ai eu dit surtout des politiciens qu'effectivement le CES ce n'est pas pour aller revendiquer, ce n'est pas pour aller parler du salaire des gens. Mais je me dis, mais si vous n'êtes pas dans le conseil et que les questions concernant bien sûr la corporation, parce que c'est toutes les corporations, voilà, de tous les secteurs. Mais si vous n'êtes pas là, on va gouverner pour qui? Qui va diriger pour qui? Bon, c'est comme ce qui s'est passé. Les partenaires sociaux du gouvernement. Oui, c'est pratiquement ce qui s'est passé avec comment on appelle, la magistrature, où on a vu des halogènes anciens s'immiscer entre griffes, nommés dans le corps. Non, c'est exactement peut-être ça. On finira par dire peut-être oui, au niveau de la HAC, il y aura plus de journalistes à la HAC. Non, mais c'est quand même possible. Donc, du coup, les décisions, on va les prendre pour les journalistes, sans les journalistes. Politisé, est-ce que vous avez l'impression? Oui, mais s'il n'y a pas de représentants des travailleurs, c'est-à-dire de la société civile, des partenaires sociaux, et que on va juste nommer des gens que l'Assemblée nationale va nommer, des gens que l'exécutif va nommer, un peu comme la HAC, un peu comme la HAC, et que dans la corporation, les acteurs ne pourront plus envoyer des gens là-bas. Donc du coup, on va appeler ça comment? C'est politique. Et puis paradoxalement, en ce moment, la CEDEAO est engagée dans une procédure de création du Conseil économique, social et culturel, donc de la CEDEAO, pour concrétiser sa vision 2050 qui veut faire donc de la CEDEAO des peuples. C'est une stratégie pour elle d'impacter véritablement la population et surtout en associant donc ces acteurs sociaux. Paradoxalement, chez nous, notre Conseil économique et social est dépourvu des partenaires sociaux. Comment est-ce que ça ce n'est pas encore hâté. Ce n'est pas encore hâté. Puisque la loi était déjà revue. Oui, mais ça reste que ça soit promulgué. Voilà, il y a des procédures, donc il faut attendre jusqu'à la fin. Non, mais c'est en ça, moi-même, j'ai un peu du mal par rapport à la vision de politique béninoise. J'ai un peu du mal par rapport à cette vision sociale des dirigeants actuels. Parce qu'au même moment, on dit que nous sommes dans un ensemble, c'est-à-dire la CEDEAO. On dit que les décisions de la CEDEAO, même, c'est quand même, il faut des lois à l'interne. Il y a des décisions qui impactent quand même le fonctionnement de certaines lois, de certaines dispositions législatives au plan interne. Donc, au même moment, on dit, oui, nous allons vous éjecter. Et la CEDEAO dit, l'organisation sous-régionale dit, non, nous allons vous incorporer. Donc, du coup, c'est le paradoxe total. Je me dis, c'est peut-être la vision des dirigeants actuels qu'on ne comprend pas, ou c'est peut-être quelque chose pour forcer la main à l'institution sous-régionale pour dire, oui, nous, notre vision, on peut aussi l'implémenter à votre niveau pour voir ce que ça donne, puisque le Bénin étonne toujours, le Bénin pourrait étonner. Mais comme je le dis, l'idéal aurait été de voir les représentants des travailleurs au sein de ce conseil. Et comme je l'ai également mentionné, c'est diriger la HAC sans les professeurs des médias. Et ce serait quand même dramatique. Il faut retoucher aussi la loi organique sur la HAC aussi.
Ah, ouais, mais peut-être ça peut arriver. Tu sais, si c'est arrivé aux autres, ça peut que arriver aux autres. Si ça arrive aux autres, ça peut aussi nous arriver. Chacun à son tour, ouais. Moi, j'essaie juste d'attirer l'attention à ce que ce qui se passe là-bas puisse un jour ne pas se retrouver chez nous. Parce que c'est tellement possible. D'abord, nous avons, bon, ça, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est quand même une parenthèse très importante. Nous avons déjà une HAC qui est à majorité politique, parce que 6 contre 3, ça ne pèse plus. Quand aucun vote, il ne peut pas même prendre le dessus. Donc, un jour, on peut dire, ben, les 3 là, ils font quoi finalement? Est-ce qu'on ne peut pas les rejeter? De toute façon, nous 6 là, on prend déjà toutes les décisions au nom de ces 3 là. Bon, ça, ce n'est pas le souhait. Le souhait, peut-être, on a vu la nouvelle, les acteurs de la presse élus au niveau de cette 7e mandature qui ont promis véritablement œuvrer pour qu'il y ait plus de représentants. Mais c'est juste que c'est un discours que nous entendons depuis. Moi, je reste persuadé, je reste optimiste par rapport à cet engagement pour que peut-être d'ici quelques années, on puisse dire les représentants des médias sont au nombre de 6 et que peut-être l'Assemblée nationale désigne une personne, l'exécutif désigne 2 personnes. Et je voudrais, puisque vous êtes pratiquement à la fin, je voudrais quand même finir avec un hommage rendu à un aîné, Eric Osmovic, qui nous a quittés. Ancien président de l'ODEM. C'est toute la presse qui a endeuillé. Du courage à la presse béninoise et mes condoléances à toute la famille, sa famille professionnelle et sa famille biologique. D'accord. Merci à vous, Josaphat Dabolinon, éditeur à Pesatiac. On va rappeler que c'est le premier média indigène de vérification des faits. Je vous invite à visiter de plus en plus. On fait de très grands travaux. D'accord. Merci en tout cas pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va finir avec notre dernier rendez-vous. Voici notre artiste de la semaine. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Authentique et savoureuse, Doppel Munich Lager, le goût d'une vraie bière. Désormais disponible en bouteille de 50 centilitres. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Jus d'orange, c'est notre artiste de la semaine pour le compte de ce numéro du grand format. Il est avec nous. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, comment vous vous portez? Ça va très bien. D'accord. Romaric Akati? Oui, bien sûr. Jus d'orange, à l'état jus d'orange, nom d'artiste. Oui, bien sûr. Jus d'orange, pourquoi? Le nom jus d'orange, j'aimerais garder ça secret pour le moment parce que j'ai une chanson spécialement pour ça. Ah oui? Oui, qui va sortir bientôt. Qui va révéler pourquoi? Oui, pourquoi jus d'orange. D'accord, d'accord. Alors, vous êtes né, on va dire, dans la musique. Oui. Votre père
est artiste. Oui. Et déjà, très jeune, vous exprimez le talent de chanteur. Voilà. Est-ce qu'en ce moment, vous vous rendez compte du chemin que vous vous apprêtez à emprunter? Oui, oui, déjà, je suis né dans la musique, comme vous l'avez dit et tout. Mon papa a joué avec beaucoup d'artistes reconnus, comme les Jonas Pedro, les Jos Pinto et tout. Donc, bon, voilà. Donc, le chemin que je m'apprête à faire, je sais que c'est un chemin très est-ce que c'est parce difficile et que tout. papa était artiste que la musique s'est imposée à vous? Ah non. Depuis mon enfance, la musique, c'est une passion pour moi. Et tout, c'est pas parce que papa est artiste que je veux aussi être artiste, c'est pas ça. C'est un don pour moi. Alors, qui était papa? Qu'avez-vous appris de lui? Papa, j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Et de qui nous parlons? Mon papa, il s'appelle Akati Christophe. Il était guitariste de Jonas Pedro et tout. Et voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris de lui? Est-ce que j'ai appris beaucoup de choses avec lui. La guitare en première position? Oui. Vous maîtrisez la guitare? Un peu. Alors, en termes de musique, qu'est-ce que papa vous a appris? Bon, il m'a appris beaucoup de choses et que bientôt, je vais faire voir tout ce qu'il m'a appris au public béninois. D'accord. Oui. Est-ce que papa était, on va dire en quelque sorte, une école pour vous? Non, oui. Je peux dire qu'il était une école pour moi. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce que vous appliquez tout ce que vous avez appris de lui? Je peux dire, je ne peux rien dire pour le moment parce que déjà, j'ai pas encore un clip qui passe sur les chaînes télé. Donc bientôt, tout ce que j'ai appris, j'ai acquis, toutes les expériences que j'ai acquis avec mon papa, tout ce que j'ai appris avec lui, je vais faire dévoiler ça au public. D'accord. Dans tous les cas, on va revenir sur tout ce que vous préparez. Tout ce que vous préparez en studio, en ce moment, on va revenir là-dessus. Mais quand vous étiez jeune, quel artiste suiviez-vous? Qui était votre modèle? Bon, quand j'étais jeune, je suivais beaucoup le grand Mopao. Ah oui. Kofi Olomide. Pourquoi? Parce que j'adore tout ce qu'il fait, au fait. D'accord. Et c'est justement pourquoi vous avez adopté, entre autres, la rumba? Non, je ne peux pas dire j'ai adopté la rumba. La rumba, c'est une musique qui me plaît beaucoup. Bon, je ne fais pas que la rumba. Et si je veux... Dans la variété... Oui, je fais la variété, je fais un peu de tout. Il y a nos rythmes d'ici qui vont venir, qui sont déjà en studio, qui vont venir bientôt. Mais si je fais la rumba, vous allez voir que c'est de la pop rumba. Oui, la rumba modernisée un peu avec le hip-hop et tout. D'accord. Pourquoi ce mélange de genres? Pourquoi cette balade musicale? Bon, parce que c'est la nouvelle génération et tout. Et les jeunes n'aiment pas trop la rumba, pure rumba. Il faut que ça soit un peu pop. C'est vrai que la rumba est considérée comme un genre musical de haut niveau, bon, d'une autre dimension. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui, c'est le cas chez moi. D'accord. Vous, quels sont les sujets, on va dire, les thématiques qui vous inspirent souvent quand vous chantez autour de vous, les sujets, le vécu quotidien, qu'est-ce qui vous inspire? Bon, je chante beaucoup sur l'argent. Je chante beaucoup sur l'argent parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que dans la musique béninoise et tout, les gens ne font que chanter la pauvreté et tout. La pauvreté, l'amour. Oui, la pauvreté, l'amour, et puis qu'on sort comme ça, bon, on ne peut pas s'en sortir. Parce que... Et vous avez préféré chanter l'argent? Oui, moi je chante beaucoup l'argent et je chante aussi quelquefois l'amour. Pourquoi l'argent? Bon, parce que si tu envisages, tu te projettes d'être riche, j'espère qu'un jour tu le sauras. D'accord. 18 ans déjà que vous êtes engagé véritablement donc, dans la musique. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Est-ce que quand vous voyez tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de vous-même et de ce que papa vous a laissé? Bon, je peux dire...
J'ai fait mes premiers pas en musique en 2016. Donc, j'ai vu que le showbiz, pour être artiste, ça a besoin beaucoup d'argent. Si tu n'as pas les reins solides, tu ne peux pas faire la musique. Et comment vous arrivez à vous en sortir, vous? Bon, j'ai mes secrets à moi. Alors vous, votre ambition, c'est de porter très loin la culture béninoise à travers la musique béninoise. Quels sont, on va dire, les marchés musicaux que vous rêvez de conquérir? Bon, premièrement, je ne peux que dire, je veux faire voyager beaucoup la musique béninoise, d'abord. Aussi, je veux avoir des contrats à l'extérieur et tout, comme le fait les artistes qui viennent ramasser des millions dans notre pays et tout. Et j'ai beaucoup de projets que je ne peux pas dire ici. J'ai beaucoup de projets. D'accord. Et vous organisez souvent des challenges, on va dire, de vos morceaux. L'un est dénommé TikTok. Oui, TikTok, c'est déjà passé. Fini. Maintenant, c'est l'argent, le pouvoir qui est en cours en ce moment. Si la régie est avec nous, on va sur une petite séquence donc, de cette vidéo et on revient pour en parler. Jus d'orange, nouveau challenge. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré un jardin. Donc cette petite vidéo. Alors, les challenges que vous organisez, c'est pourquoi? Bon, tous les artistes lancent des challenges aujourd'hui. Oui. Le challenge de TikTok que j'avais lancé, qui est déjà bouclé, j'ai pas fait sortir la chanson parce que pour des raisons personnelles au fait. Bon, cette challenge là maintenant, bon, tous les artistes lancent souvent des challenges quand ils veulent faire sortir les sons. D'accord. Donc c'est pour voir comment est-ce que ça va. Et celui qui est en cours actuellement, l'argent, le pouvoir, comment ça se passe? Ça va très bien. Ça se passe très bien. D'accord. En ce moment, vous avez, je le disais, beaucoup de choses en studio. Est-ce qu'on peut connaître quelques-unes? Qu'est-ce que vous préparez? Beaucoup de morceaux en cours. Bon, j'ai beaucoup de chansons au studio. Beaucoup que je ne peux pas citer ici. C'est beaucoup. Parce que j'avais fait un pas en arrière et revenir en force, comme je l'avais dit. Oui, voilà. D'accord. Et probablement, quand est-ce qu'on peut commencer par déguster ce que vous préparez en ce moment? Déjà, l'argent est le pouvoir. Le clip sortira le 10 août. 10 août, d'accord. Oui, le clip sortira le 10 août. Parce qu'actuellement, même on est en tournage du clip et tout. D'accord. Donc ça va sortir le 10 août. D'accord. En dehors de ça, quels sont les projets que vous avez? Bon, mes projets, c'est de faire voyager beaucoup la musique béninoise. Et aussi, je suis en train de mettre en place une maison de production et pour commencer à produire les jeunes talentueux du pays. Parce que j'ai vu qu'au Bénin, on a trop de talent. Et peut-être, je ne sais pas trop, il y a un manque de moyens. Du côté des artistes ou tout, je ne sais pas. Je suis en train de mettre une maison de production en place et bientôt je vais commencer à produire les artistes. D'accord. D'autres projets à court terme, il y en a? Bon, pour le moment, non. D'accord. Nous sommes déjà, on va dire, pratiquement pendant les vacances. Qu'est-ce que vous avez? Il n'y a pas de contact avec les fans, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de concert. Qu'est-ce que vous préparez? Bon, pour le moment, je peux dire non.
D'accord. Est-ce qu'on peut finir avec la rumba? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Comme a cappella? Oui. Il n'y a pas de souci, je peux vous fredonner quelque chose, la rumba, quelque chose. D'accord, on y va si vous êtes prêts. Bajalou ya bolingo, bajalou ya bolingo, bakabolaka ye. Minona mono koko ezalaka lago na problème. Kazi trouvaka nago solution ko baebi bakombongisa. Bon, à peu près, c'est quelque chose comme ça. Jus d'orange en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. On va dire bonne chance à vous. Alors, cette tenue, comment on l'appelle? C'est pas moi qui l'ai confectionné, donc moi j'ai juste porté. Je pense que vous avez fait la commande spécialement. Ah non, vous êtes dans la peau de Grand Moupa ou lui-même? Ah oui. D'accord. Oui, en tout cas, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure. Grand format de ce dimanche 30 juin 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Okometa, c'est à Kétou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.